Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier, faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. On en est à l'épisode 5 de la saison intitulée Leadership et authenticité, la saison 6 du podcast, saison anniversaire des 5 ans du podcast. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire cette saison, cette thématique ? Parce que on me pose 10 fois par jour cette question, qu'est-ce qu'un bon manager ? Moi je réponds, c'est d'abord un leader. Aussi parce qu'on me demande souvent, et c'est normal, comment réengager les équipes, notamment les plus jeunes, comment faire travailler les générations ensemble, comment permettre à chacun d'être soi dans l'entreprise, de donner le meilleur de soi. Et je réponds, développer le leadership de vos managers. Donc cette saison, j'y tenais et je la prépare depuis de nombreux mois. Il y a 10 invités, aussi passionnants que puissants, aussi avec des horizons complètement variés et qui sont chacun très singuliers. Vous en avez déjà entendu 4, aujourd'hui le 5e. Et comme j'ai fait cette interview il y a quelques mois, certains ont changé de poste, donc vous le découvrez au fil de l'eau. Alors, avant de vous dévoiler l'invité du jour, je voulais remercier mon partenaire pour cette saison qui est UKG. UKG, c'est un éditeur de solutions de gestion des temps, de planification et de solutions RH, dont la mission est de simplifier les process au sein de l'organisation pour améliorer l'expérience collaborateur, l'engagement et les performances. Donc justement, comment devenir un leader ? En dégageant du temps pour soi et pour ses collaborateurs pour pouvoir développer cette posture, développer ses compétences et libérer son potentiel. Donc pour moi, ça faisait tout à fait sens de les avoir sur cette saison et je les remercie. Passons à l'invité du jour. Dans cette saison, je souhaitais avoir le regard d'un dirigeant outre-Atlantique, un dirigeant français, parce que le podcast est en français. Pourquoi je souhaitais avoir ce regard ? Parce que cette notion du leadership, c'est une notion que moi j'ai croisée très tôt dans ma carrière, puisque j'ai travaillé pour beaucoup d'entreprises anglo-saxonnes qui étaient déjà extrêmement présentes, et pas du tout forcément liée à la position hiérarchique. Alors c'est pas pour ça que la notion n'a pas aussi évolué outre-Atlantique et maintenant, dans les 30 dernières années, on en parle d'ailleurs, mais elle est quand même, elle a pris racine outre-Atlantique, et donc j'ai l'immense chance de vous proposer un échange aujourd'hui avec Stéphane Charbonnier. Échange que j'ai eu au printemps dernier, alors qu'il était encore DRH de L'Oréal aux US. Il a depuis quitté L'Oréal, quitté ce poste, pour prendre sa retraite, mais ce qui est intéressant en plus, c'est que Stéphane a fait une grande partie de sa carrière aux US et a travaillé pour des entreprises emblématiques. Donc notre échange, je le trouve très intéressant, je le trouve riche d'éclairage, certaines choses que vous avez pu entendre chez certains de nos invités, que vous allez voir se corroborer avec un regard nouveau, d'autres que vous allez découvrir. Stéphane fait vraiment le lien entre la culture US et la culture française, fait le pont entre les deux, l'évolution du leadership, comme je vous disais aussi. Et puis, à la toute fin, je lui demande comment est-ce qu'il proposerait à chacun d'œuvrer pour développer son leadership. Et vous allez voir, il fait une proposition qui, pour moi, fait écho et sens avec ce podcast. Donc, j'en suis ravie. Donc, surtout, écoutez-le jusqu'à la fin. Donc voilà, donc encore un excellent épisode. Et lundi, comme chaque lundi, je viendrai vous proposer un épisode complémentaire, puisqu'en fait, dans cette saison, je diffuse systématiquement une interview avec un invité et je tire un fil le lundi dans un épisode pour développer votre leadership. Je zoome sur un élément clé de l'interview. Alors, il y a des éléments qui se recoupent entre les interviews. Donc, j'ai choisi un élément par invité et je le développe pour vous donner
des outils, des bonnes pratiques pour développer cet élément de la posture de leader. En attendant de découvrir quel élément je développerai lundi, je vous propose de découvrir notre échange. Vous allez vous régaler et je vous dis à bientôt. Bonjour Stéphane. Bonjour Delphine. Merci d'être avec moi aujourd'hui sur le podcast. Alors depuis New York, je crois. Mais je vais vous laisser vous présenter, Stéphane. Merci beaucoup, je suis ravi d'être avec vous. Merci de m'avoir invité Delphine. Donc, je m'appelle Stéphane Charbonnier, je suis le DRH de L'Oréal aux États-Unis et après une carrière de un peu plus de 30 ans dans le monde des ressources humaines, sur des rôles très différents, qui sont des rôles, et on va parler de leadership aujourd'hui, mais sur des rôles de, comme on dit, contributeurs individuels, à des rôles de leadership sur plusieurs pays, à des rôles de leadership aussi globaux, dans des environnements majoritairement anglo-saxons, puisque même si je suis né en France et j'ai grandi en France, je n'ai finalement travaillé avant L'Oréal que pour des entreprises américaines. En démarrant par American Express, j'ai travaillé pour Kraft, j'ai travaillé pour McDonald's, j'ai travaillé pour PepsiCo en France, en Angleterre et aux États-Unis. Et après cela, une entreprise de conseil, Towers Watson, et j'ai rejoint le groupe L'Oréal il y a 10 ans aux États-Unis. Toujours dans des rôles de ressources humaines. Et donc une expérience à moitié en Europe et à moitié aux États-Unis, ce qui me donne un peu ce côté binational d'un point de vue culturel et professionnel, bien sûr. Donc ça, c'est le côté professionnel. Et le côté personnel, je suis marié, j'ai la chance d'être marié à la femme de ma vie, et nous avons 5 enfants ensemble qui ont aussi un peu une double culture. Voilà. Excellent. Donc, pardon. Une expérience professionnelle dans des écoles du management et de leadership extrêmement intéressantes, qui ont beaucoup évolué aussi et qui sont, qu'on peut aimer, pas aimer, mais enfin, qui sont des vraies écoles, en tout cas des entreprises singulières. Et avec pour chacune d'entre elles, une vraie capacité à écouter le consommateur, avec des marques très fortes, évidemment, pour le consommateur. Et ce qui est très intéressant, c'est comment est-ce que, en tout cas, moi, ce qui m'a fasciné travailler pour des entreprises comme ça, c'est comment est-ce que, finalement, vous écoutez et vous répondez aux besoins des consommateurs, et comment est-ce que vous pouvez aussi en tirer certaines leçons pour écouter et travailler avec vos collaborateurs. De la même manière qu'on parle de consumer experience, qu'est-ce qu'on fait avec les marques, comment est-ce qu'on parle aux consommateurs, et je pense qu'il y a un grand parallèle et une grande similarité entre consumer experience et employee experience dans le futur. Mais c'est un autre débat, mais c'était très intéressant en tout cas. C'est vrai, c'est un sujet à part entière, c'est un sujet complexe parce que de la même façon que les clients sont de plus en plus complexes à lire, les collaborateurs aussi. Et on n'est plus du tout, je veux dire, on parle de persona en marketing, on n'est plus du tout sur les personas qu'on connaissait, qui étaient beaucoup plus catégorisés. Et là, c'est très mélangé. Donc voilà. Mais bon, ça serait un sujet à part entière, un sujet passionnant, parce qu'en plus, je pense qu'aux États-Unis, c'est encore plus vrai pour des tas de raisons. Mais on va pas trop se disperser, peut-être une autre conversation. Et là, on va revenir sur notre sujet du jour, qui est le leadership. Alors, d'abord, Stéphane, pour savoir de quoi on parle, j'aimerais que vous me disiez, vous, ce que vous mettez derrière le mot leadership. Qu'est-ce qu'un leader? Qu'est-ce que le leadership? Donc, effectivement, votre question, on pourrait y passer plein de temps. Il y a plein de définitions de leadership. Moi, celle qui me parle le plus et au fil de mon expérience, celle qui finalement s'est révélée pour moi la plus juste, c'est d'une part, qu'est-ce que ça n'est pas? C'est pas un titre. Être un leader ne se décrète pas simplement parce qu'on a un titre sur une carte de visite ou parce qu'on occupe une position. Pour moi, c'est vraiment une capacité à mobiliser et inspirer les collaborateurs. À inspirer parce que c'est quelqu'un qui doit définir une vision et qui est capable d'emmener ses collaborateurs avec lui ou avec elle. Et cette capacité à comment dire, dépeindre une vision, montrer quelles peuvent être les opportunités. Pour moi, ça c'est un grand élément d'un leader. Et cette capacité à finalement à donner envie aux autres de dire bah oui, j'aime cette vision, j'aime cette direction et on va y aller. Et pour moi, encore une fois, c'est
comme les Américains disent, c'est you can be a leader and you can lead from wherever you are. Et j'aime beaucoup cette définition qui est finalement, encore une fois, cette capacité à l'idée, à diriger, à montrer cette direction, elle peut être donnée par n'importe qui dans une organisation. Donc moi j'aime bien cette définition-là du leadership, inspirer et montrer une direction et inspirer les autres à vous suivre. Alors, justement, on en parlait juste avant l'enregistrement. J'ai aussi évolué dans des milieux, dans le début de ma carrière, beaucoup de milieux anglo-saxons, et du coup, j'ai très vite eu cette notion en tête parce que on me parlait de mon leadership, je ne comprenais pas ce que c'était, et en fait, parce que je n'avais pas une position, et voilà, et j'ai compris que c'était autre chose. Mais c'est vrai que c'est pas forcément, c'était une sensibilité plus anglo-saxonne à l'époque. Même si aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus partagé. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la spécificité? Comment est-ce que vous voyez le leadership s'exercer donc outre-Atlantique, aux États-Unis? Et puis, comment vous l'avez vu évoluer aussi dans son exercice? Alors, absolument. Juste peut-être sur finir sur l'aspect du leadership, il y a évidemment un aspect important de la définition du leadership et de l'évolution. C'est on parle de finalement lead oneself, lead others and lead organization. Et je pense qu'encore une fois, c'est important de se dire il n'y a pas qu'un modèle de leader, il n'y a pas qu'une position de leader, et on peut avoir une attitude de leadership dans différents moments. Alors pour revenir maintenant à votre question, comment est-ce qu'on définit le leadership en Amérique du Nord et puis qu'est-ce que j'ai vu évoluer? Je pense que d'abord le leadership en Amérique du Nord, si je compare par rapport à un pays que je connais aussi un peu pour y avoir débuté ma carrière, qui est la France, il y a une notion de reconnaissance, de félicitations, de célébration, de reconnaissance positive qui a toujours été beaucoup plus présent dans un contexte nord-américain par rapport à un contexte français. C'est vrai que les modèles français, alors après je les vois évoluer aussi, mais les modèles français ont toujours été centrés sur finalement qu'est-ce qu'on peut mieux faire par rapport à un modèle américain qui est plus finalement célébrer la moindre petite victoire, la moindre petite réalisation pour renforcer la confiance en soi de l'individu et finalement ce leadership très positif. Donc ça c'est une différence majeure de mon point de vue. Je pense que maintenant les choses sont en train de changer, en tout cas de ce que je perçois aussi, de ce que je vois en Europe, de ce que j'entends de la part de différentes personnes et de mes collègues, et je pense que c'est une bonne chose. Alors pour moi, il y a toujours j'essaye toujours de faire la synthèse de tout ce que je vois d'un point de vue culturel, et pour moi le leadership parfait finalement, s'il y avait un modèle parfait, ça serait un peu les deux. Ça serait effectivement cette capacité à toujours challenger avec un regard critique et toujours en recherche de l'excellence, peut-être du modèle français, ou en tout cas de l'héritage du modèle français, avec cet aspect finalement de donner confiance en soi, de mettre les gens dans finalement des positions où ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils se sentent valorisés, parce qu'ils se sentent reconnus. Et c'est une bonne transition pour moi de ce que j'ai vu en termes d'évolution sur ces dernières années. Comme vous le savez, Delphine, on a traversé dans le monde entier des crises importantes, des crises économiques, des crises sanitaires, des crises politiques, des crises sociales et sociétales. On est toujours dedans. Donc ça, pour moi, ça, de la même manière que ça a changé un peu la face des différentes business et de ce que les sociétés ont eu à faire face, je pense que ça a aussi accéléré un nouveau modèle de leadership. Et ce nouveau modèle de leadership, c'est un modèle qui est basé finalement sur l'empathie, qui est basé sur une notion de bien-être, qui est basé sur une notion d'écoute très différente, et qui est aussi basé sur finalement une notion d'une plus grande reconnaissance des autres. Et cette notion, certainement qui est très très présente aux États-Unis, dont on parle, c'est cette notion de belonging, d'appartenance. I see you. Et ça nécessite d'un point de vue du leader
différentes qualités, différentes capacités qui étaient là pour les meilleurs d'entre eux, je dirais, avant, et finalement qui ont été enhanced, comme je sais plus le mot en français, mais qui ont été développé, amplifié, voilà. Ouais. Voilà, amplifié depuis, parce qu'effectivement cette capacité à écouter, cette capacité à être capable de sentir qu'est-ce qui va bien, de mettre les gens à l'aise plutôt que de les mettre mal à l'aise entre guillemets, c'est aujourd'hui un leadership qui est un leadership qui est aussi teinté de beaucoup d'humilité, sur cette capacité aussi à se remettre en cause et à dire j'ai besoin de l'équipe, j'ai besoin de tout le monde, et je vais tirer finalement le meilleur de tout le monde. Mais pour tirer le meilleur de tout le monde, il faut que tout le monde vienne avec sa vraie personnalité. Et ça, c'est une capacité à mettre les gens à l'aise, à retirer cet aspect hiérarchique et finalement où on met les gens peut-être dans une situation où ils sont pas confortables à être eux-mêmes. Ouais. Et c'est ce fameux, quand vous dites ce fameux I see you, c'est-à-dire vous évoquiez pas la reconnaissance comme le remerciement. Vous évoquiez la reconnaissance comme le fait de, je vous reconnais en tant qu'individu et je vous prends comme vous êtes, voilà. Et donc, et ça c'est vrai que c'est une notion qui est pas évidente. Comment vous le faites concrètement? Comment ça peut prendre forme? Parce que parfois c'est une connexion qui est rapide quand vous êtes leader, vous rencontrez les gens assez rapidement et il faut établir rapidement cette connexion pour que les personnes puissent être elles-mêmes quelque part. Et je pense que ça se fait encore une fois en étant très humble, en étant curieux et en posant des questions plutôt qu'en faisant des affirmations, en n'hésitant pas aussi à partager des questionnements et des choses personnelles, parce que on parlait de l'évolution du leadership. Je pense que l'évolution du leadership étant sur un piédestal, ayant toujours la décision finale, peut-être le bon savoir, etc. Finalement, tout ça, c'est un modèle et on s'en est bien rendu compte, qui n'était pas vraiment réel. Parce que les leaders ont aussi des doutes, les leaders font aussi face à des situations de crise d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel, et finalement en partageant tout ça de manière très ouverte, très authentique, ça aide les autres et c'est ce que Amy Edmondson a défini par le psychological safety. Et donc, quand les gens pensent et sentent qu'ils sont confortables, les gens vont se livrer, les gens vont être ouverts. C'est d'un point de vue professionnel, en disant tiens, finalement là-dessus, I'm struggling, je ne sais pas comment le prendre, comment est-ce que tu ferais. Donc, c'est être capable aussi de montrer une certaine vulnérabilité sur la manière d'aborder les choses. Donc ça, c'est d'un point de vue professionnel. Je pense que c'est aussi d'un point de vue personnel, être capable de dire aujourd'hui, je quitte le bureau à 3h ou à 4h parce que ma fille, mon fils, je vais les chercher à l'école où il y a quelque chose qui se passe qui est important. Et je pense que c'est ça aussi, montrer une certaine humanité qui fait que les gens ont aussi envie d'être plus confortables. Donc, je pense que c'est cette routine qui finalement après va montrer aux gens, oui, he or she really means what they say. Alors vous avez parlé de deux choses sur lesquelles je voulais revenir. La première chose, c'est la sécurité psychologique. Et c'est vrai qu'on attend du leader beaucoup de ça, mais je pense que c'est encore plus fort avec le fait qu'on est en totale insécurité à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est tellement dans un monde insécure aujourd'hui à des tas de niveaux qu'on attend de l'entreprise et donc du leader d'apporter cette sécurité psychologique. On a vu d'ailleurs pendant le Covid que pour beaucoup l'entreprise, même s'il n'y était pas, était un élément de sécurité, d'abord salarial, mais aussi à beaucoup de niveaux. Et je pense que dans le leadership, il y a ce rôle-là. Et bien évidemment, on peut pas faire cohabiter la notion de sécurité psychologique et l'autoritarisme. Ça fonctionne pas, ça ne fonctionne absolument pas ensemble. Donc je pense que ça, c'est un premier point important. Et le deuxième que vous évoquez, c'était effectivement le leader le fait de la vulnérabilité et aussi le fait de savoir faire rentrer la juste mesure du personnel dans le professionnel. Alors, je mettais le mot juste mesure parce que parfois, je pense que nous, ma génération, moi je suis génération X, on vient d'une école où on pouvait même pas dire qu'il fallait emmener l'enfant chez le pédiatre, ou en tout cas, fallait vraiment le faire quand là il y avait 45 de fièvre et qu'il y avait plus de choix.
à une école où tout d'un coup on se pose plus la question de prendre le rendez-vous de suivi du pédiatre au milieu d'une journée, sans jour de congé. Donc je pense qu'il y a aussi une notion d'équilibre, et je pense que le leader aussi est là pour donner cette notion d'équilibre. Comme l'authenticité. Si vous voulez, faut faire attention à pas tomber dans des travers de je suis authentique, ça veut dire que j'arrive, je me vautre, je caricature à l'extrême, Bien sûr. C'est pas toujours facile. Donc c'est de trouver la bonne posture aussi. Et non, vous avez tout à fait raison. Et je pense nous étions dans un extrême où finalement rien ne se partageait. Et votre vie perso, finalement, je m'en moque un peu. En tout cas, j'ai pas envie de savoir et je ne veux pas savoir. La réalité, c'est que votre vie perso influe de manière significative votre vie professionnelle. Et quand vous arrivez le matin au bureau ou quand vous êtes derrière votre écran, il y a des choses qui se passent dans votre vie qui impactent. Donc, je pense que nous sommes finalement arrivés à quelque chose qui aurait dû être comme ça et qui finalement l'est. Mais je partage votre point de vue. Tout excès aujourd'hui doit être remis dans un contexte qui est il faut pas oublier que cette capacité aussi, et là je me place d'un point de vue organisationnel, le leadership c'est quoi? C'est finalement être capable d'inspirer des gens à vous suivre mais pour tirer le meilleur d'eux-mêmes, pour faire que au bout du bout, on parlait du consumer quand on a démarré, que finalement au bout du bout le client ait une valeur ajoutée. Pour la majorité, encore une fois, je parle des organisations for profit. Pour les non-for-profit, évidemment, c'est quelque chose de différent, mais pour les entreprises qui sont des entreprises, comment on dit, oui, les entreprises tout court, pas les associations, en fait, oui. Oui, voilà, exactement. Voilà, donc c'est ça, et c'est là où c'est important. Et je rejoins votre point qui est, il faut pas qu'on tombe dans un extrême inverse. Non, mais c'est pas toujours facile, c'est une corde. Et comment est-ce que vous accompagnez concrètement des personnes à développer leur leadership chez L'Oréal? Donc il y a évidemment beaucoup de supports qui sont donnés à nos managers et à nos leaders chez L'Oréal à différents niveaux dans leur carrière et leur évolution. Nous avons aussi des systèmes de mentoring qui existent et c'est très important. On s'appuie aussi sur, je parlais des ressources, il y a des ressources internes, mais aussi des ressources externes. Moi, je me souviens, et je suis de la même génération que vous, Delphine, génération X, où le recours au coach, c'était finalement, pas très très bien vu, parce que si quelqu'un avait un coach, c'est qu'il y avait un problème. Là, on est finalement plus dans un modèle utilisation des coachs comme des sportifs pour améliorer votre performance. Il y a une transition de leadership sur un nouveau rôle, etc. On va vous aider grâce à un coach et c'est vu. Donc, on utilise tous ces moyens-là et toutes ces ressources mises à la disposition des managers et des leaders. Mais ce qui est très important, une fois que vous avez ces ressources, une fois que vous avez défini votre modèle de leadership, que vous avez donné des ressources, ce qui est très important pour le leader, je parlais de cette capacité à écouter et à demander à ses collaborateurs, c'est de mesurer et de dire finalement, est-ce que j'ai une grande capacité d'écoute et est-ce que je vous écoute quand etc. Oui, enfin voilà. Donc et ça, je pense que c'est ça aussi qui aide les leaders finalement à se dire, ce que je fais, ça fonctionne, ou ce que je fais, ça ne fonctionne pas, et ça crée finalement une plateforme pour le dialogue. Oui. Et c'est là où je pense que aussi le leadership a évolué, c'est que maintenant, de manière beaucoup plus systématique, non seulement on mesure, c'est aussi pris en compte dans les résultats et la rémunération des leaders, comme il se doit. Et par finalement instaurant une espèce de boucle où je reçois du feedback de manière, parce que j'ai créé les conditions de safety, psychological safety dans mon équipe, c'est du vrai feedback pour mon développement, et l'équipe va m'aider là-dessus. Et moi, j'ai envie de travailler parce que finalement, en travaillant là-dessus, je vais aussi développer mon équipe à donner le meilleur d'entre elles. Oui, donc effectivement, c'est une boucle vertueuse. Et on parle beaucoup de leadership en ce moment. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de leadership? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de leaders aujourd'hui dans votre organisation? Pourquoi vous en avez besoin? Je pense que si je reviens un peu à ce que je disais d'un point de vue organisationnel, on a besoin de leaders dans l'organisation pour définir les stratégies, fixer les caps et emmener les équipes
finalement dans ces directions. Et les leaders peuvent être différents en fonction des sujets. Les leaders peuvent être différents aussi en fonction des moments. Je pense qu'encore une fois, un leadership, ça ne se décrète pas. Et il faut, et en tout cas nous chez L'Oréal, on a une philosophie qui est et qui est aussi fondée sur un de nos valeurs, qui est l'esprit d'entrepreneur. Tout le monde peut être le leader de son projet à un moment ou à un autre, peu importe où la personne se situe dans l'organisation. Donc, je pense que cette notion de leadership est nécessaire à des organisations pour donner des dynamiques et finalement entraîner vers un but commun. Oui, ce qui est fondamentalement, de toute façon, quand on analyse les personnes que nous percevons comme des leaders, on s'aperçoit que ce sont des personnes, en fait, qui cherchent à avoir un impact. Exactement. Et on le ressent. Je pense que ça transpire. Quel que soit l'impact, quel que soit le type d'impact, voilà. On parlait tout à l'heure, juste avant, de l'évolution du leadership et les choses qu'on a vues certainement se transformer sur les 3 dernières années. Cette notion d'impact et de purpose, comme on dit en anglais, est quelque chose qui est très présent maintenant, non seulement pour les salariés, mais aussi pour cette partie de leadership qui veut finalement, non seulement a pris conscience de l'impact de ce que un leader peut faire dans une organisation et dans une société au sens large également. Oui, pour pouvoir impacter. Et je reviens un tout petit peu, pour finir, je reviens un petit peu en arrière. Tout à l'heure, vous parliez de la reconnaissance, mais là plutôt au sens de la gratification. Et vous parliez du système effectivement américain qui a, c'est de toute façon au niveau éducation, ça fonctionne déjà différemment. Mais c'est vrai que ça, je pense que dans le leadership, c'est quelque chose d'important aussi. C'est-à-dire que, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a cette notion d'apprendre à courir plus vite. C'est-à-dire qu'un leader veut avoir de l'impact et pour ça, il a besoin de tout le monde. Et donc, il a besoin d'apprendre aux personnes à courir plus vite. Et je pense que c'est je discute avec beaucoup de managers, notamment sur le management aussi des plus jeunes générations, qui, elles, demandent un vrai leadership, pour le coup, parce que ce sont des personnes pour qui l'impact est important et pour qui l'écoute va être primordiale. Et en fait, en leur disant, voilà, accentuer cet aspect reconnaissance qui permet de courir plus vite. Et ça ne dévalorise pas votre rôle, mais c'est quelque chose en France, enfin, en tout cas, dans les univers français, sur lesquels c'est compliqué d'évoluer. On sent quand même qu'il y a une question de mon professionnalisme presque qui est en jeu là-dessus. Et c'est quelque chose que moi j'ai ressenti certainement quand je suis arrivé aux États-Unis il y a une quinzaine d'années, où finalement cette notion de reconnaissance à tous les moments de la vie, tous les jours, ça peut paraître pour quelqu'un qui vient d'un background et d'une éducation française, vous regardez ça et vous dites waouh, c'est un peu too much. La réalité, c'est que de le voir en action, et encore une fois, comme on a commencé notre dialogue, je pense que la vérité est probablement entre les deux. Bien sûr. Et je crois que finalement, les deux modèles, s'il y avait un modèle un jour qui pouvait combiner ces deux modèles-là, ça serait probablement le modèle d'éducation parfait. Mais moi, je l'ai vu. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai vu à l'échelle de notre famille, sur nos enfants, avec des enfants qui sont très très bons. Très bons élèves qui n'ont finalement pas besoin de cette confiance en soi, mais qui malgré tout la prennent et c'est bien, etc. Ça continue à les valoriser. Et avec des enfants qui ont eu des difficultés pour des raisons diverses et variées. Et en fait, être dans un environnement qui est finalement bienveillant d'une certaine manière, bienveillant de manière positive, ça a eu un effet exceptionnel sur la confiance en eux pour les aider à passer des étapes et que je pense ils n'auraient pas eu dans un environnement plus franco-français, si je puis dire. Donc, je pense que, encore une fois, si le rôle du leader, c'est de développer et d'aider chacun à finalement exploiter leur potentiel au maximum dans le monde de l'entreprise, cette capacité à reconnaître de manière positive chacun des collaborateurs et à les aider et à les sentir valorisés, je trouve est un plus. Après, pour moi, ça s'accompagne aussi il faut avoir une culture du feedback très forte.
ce que moi je mets en pratique certainement dans mes équipes, qui est ce qu'on appelle la radical candor. C'est de la bienveillance d'un côté et en essayant d'aider les gens à exprimer leur potentiel de la manière la plus belle des manières, tout en étant malgré tout très direct, because radical candor, c'est aussi radical care. I care about you. C'est pour ça que voilà. Mais d'ailleurs, la bienveillance, c'est de l'exigence. Puisque si je suis bienveillant, je suis respectueux de vous. Si je suis respectueux, je vous dis des choses. Donc, je vous dis pas ce que vous voulez entendre. Et ça, je pense que c'est important. Et c'est vrai que cette terminologie, c'est marrant parce qu'il y avait eu un ouvrage de Radical Candor, aussi bien que vous, qui est sorti il y a plusieurs années. Et il m'a fallu lire l'ouvrage pour comprendre la subtilité, en fait. J'avais compris basiquement, mais en fait, c'est toujours un petit peu des problématiques de traduction, voilà. Et en fait, au début, je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est un peu mielleux. Pas du tout, en fait. C'est au contraire très, voilà. Donc je pourrais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Je sais même pas s'il a été traduit. Mais voilà. Mais je crois même l'auteur a fait un podcast. C'est probable. En tout cas, c'est un modèle qui est assez simple et vous avez raison. Quand vous lisez le livre, ce quadrant où on explique finalement que, qu'est-ce que ça, et c'est très très bien fait et c'est assez simple à comprendre. Et une fois qu'on a vu, cet impact sur les gens et vous le définissiez par la bienveillance et l'exigence, c'est très révélateur. Alors, pour terminer, une dernière question pour ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent. Si vous auriez 1 ou 2 conseils à donner pour des personnes qui veulent développer leur leadership ou prendre une posture de leadership plus affirmée, on commence par quoi? Quelle est la baguette magique? Je sais pas s'il y a une baguette magique, mais moi j'ai envie de dire, il faut et on a la chance d'être dans une ère où la technologie finalement nous permet d'avoir accès à n'importe quel grand leader, CEO. Donc renseignez-vous, regardez des vidéos de leaders, de gens qui s'expriment, parce que d'une part il y a plein de choses, il y a des podcasts, des gens en parlent, plus que des modèles. Finalement, écouter des histoires, parce que finalement c'est là où on apprend le plus. C'est aussi comprendre par-delà du modèle quelles sont les mises en œuvre, quelles ont été les erreurs, mais aussi les réussites de grands leaders. Donc moi j'ai envie de commencer par là. Et puis après, n'hésitez pas aussi, et c'est peut-être très anglo-saxon, mais n'hésitez pas finalement s'il y a des gens qui vous inspirent à essayer de to reach out. Les contacter, Les contacter, voilà. N'hésitez pas à les contacter parce que aussi, je pense que les leaders ont aussi à cœur de transmettre finalement ce qu'ils ont appris et aussi de continuer à développer des générations autour d'eux. Donc ça serait mes 2 conseils. Eh ben, je trouve que c'est des excellents conseils. Merci beaucoup, auxquels j'adhère pleinement. Merci pour votre temps, Stéphane. Merci à vous, Delphine. Merci, à bientôt. À très bientôt. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à 2 personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand monde, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être, pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers, ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi, j'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.